Le dimanche dernier, le tout-puissant président rwandais Paul Kagame avait prêté serment après son élection en juillet, précisément le 15 juillet, une élection qu'il a remportée haut la main avec 99,18% de voix. Un quatrième mandat lui est ouvert. Il est là peut-être jusqu'à 2034 parce que la constitution avait été changée entre-temps. Alors c'est l'homme dont les actions sont indéniablement, je dirais, rapportées comme telles. Des actions de déstabilisation dans la région de Grand Lac ne sont plus approuvées. Que devait être l'attitude ou le comportement de Kinshasa face à toutes ces velléités? On essaye d'en parler ici avec deux invités. Je vais présenter pour la première fois, pour sa toute première participation, Marius Mubalama, qui est analyste politique et communicateur de Denis Mukwege. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, Monsieur Gaëtan. Merci pour l'invitation. Permettez-moi aussi de saluer mon co-débatteur, Maître Jimmy Perouzi, oui, ainsi que la population congolaise qui attend beaucoup de nous. J'espère que ce moment, ça va être un moment républicain où nous allons parler pour l'intérêt de la République. Alors, vous l'avez cité déjà, je vais le redire. Maître Jimmy Perouzi est à sa deuxième participation dans Version Croisée. Vous êtes acteur politique, membre cadre de l'UNC. Bonsoir, bienvenue à vous encore une fois. Merci Gaëtan, c'est un plaisir de participer à votre émission. Je salue au passage le président de mon parti, l'honorable Vital Kamerhe Mwalimu, ainsi que mon éminent co-débatteur Marius. Ouais. Et je salue aussi les auditeurs, les nombreux qui nous suivent maintenant et qui ont besoin de savoir un peu plus sur l'actualité politique de la RDC. Et sécurité, bien évidemment. Alors, je retourne vers vous, Marius Mubalama. C'est un réel plaisir pour moi d'avoir un des proches de Denis Mukwege. C'est très rare en tout cas. C'est très rare. Mais sinon, le chef de l'État, en parlant de Denis Mukwege, il l'a présenté comme un bon opposant, c'est-à-dire qui peut s'acoquiner, avec qui il a peut-être quelques acquaintances ou qui partage ses avis, ses idées. Alors comment pouvez-vous expliquer cela? Oui, merci beaucoup, monsieur Gaëtan. Denis Mukwege, c'est un républicain, comme je l'ai toujours dit, un patriote. Tout ce qu'il fait, il n'attend pas vraiment qu'il soit encouragé par le chef de l'État ou bien encouragé par les chefs de l'État, mais plutôt, ce qu'il attend beaucoup plus des chefs de l'État, c'est qu'ils puissent répondre aux besoins de la population, qu'ils rétablissent la paix, la sécurité pour le bien-être de la population. Depuis qu'on a connu Mukwege, notre génération bien entendu, Mukwege a toujours été au travail de la population. Il travaille pour le bien-être de la population, n'est-ce pas? Il a donné toute sa vie, toute sa jeunesse à la population. Et il est venu, il est là jusqu'au jour d'aujourd'hui, toujours en travail pour le bien-être de la population. Donc, ce qu'il attendait plus... Il a consacré sa vie à travailler pour le bien-être des femmes, notamment en les réparant en tant que docteur, gynécologue. Ensuite, il s'est engagé en politique. On l'a vu sillonner quelques coins de la capitale. Et juste après sa défaite, il s'est un peu récoquillé. Il a eu honte du vote des Congolais. Comme je l'ai dit, avant de venir être candidat, Mukwege travaille déjà pour le bien-être de la population. Et après les élections, Mukwege travaille pour la population. C'est ainsi qu'il se retrouve aujourd'hui dans un balai diplomatique qu'on n'a jamais connu, apporté par un individu. On l'a retrouvé en Italie, où il a été en contact avec le président italien. Il a été reçu aussi avec le pape, où il est en train de négocier pour l'intérêt suprême de la nation, afin que la conférence internationale pour la paix en RDC soit une réalité. Parce que depuis que la RDC, depuis plus ou moins plus de deux décennies aujourd'hui, oui, nous essayons de limiter, n'est-ce pas, les conflits que nous avons à un conflit national. Alors que le conflit a pris des dimensions, a toujours des dimensions internationales. Il y a des multinationales qui agissent et qui profitent de notre matière première à travers le Rwanda et l'Ouganda. C'est ainsi qu'il demande à ce que cette conférence internationale soit une réalité, afin que les questions profondes soient posées. Vous voyez, au lieu que le multinational puisse toujours passer par des voies détournées et avoir accès à nos matières premières à travers la guerre, avec la mort, tous les genres de conflits que le pays subit. Oui. C'est ainsi qu'il demande à ce que la conférence internationale soit établie. Et ce combat n'a pas commencé aujourd'hui. Vous allez vous rappeler qu'en 2010,
avec tout, parce que Mukwege aujourd'hui c'est un atout diplomatique pour le pays, pour la République démocratique du Congo. En 2010, il a réussi, n'est-ce pas, à faire voter au niveau de l'ONU une résolution sur la commercialisation, n'est-ce pas, et l'exploitation de matières premières, ce qu'on appelle les matières de sang. Cette loi-là existe. Pourquoi la RDC n'arrive pas à s'en servir? Voyez. Et donc c'est dans cette diplomatie-là que le Dr Mukwege est depuis belle lurette. Il travaille, comme je l'ai dit, pour le bien-être de la population. Tout ce qu'il peut attendre. Mais il n'est plus fâché. Son dernier communiqué montrait quelqu'un qui a été un peu désappointé par le vote ou le voix qu'il avait obtenu. Il a à peine ou à peu près dit que les Congolais ne savent pas ce qu'ils veulent. Vous savez, les élections, nous les avions... En fait, l'opposition dans son ensemble avait décrié les élections. Pour nous, le pays n'a pas connu des élections qu'il fallait qu'on organise. Oui. Parce que nous savons tous comment est-ce que les élections ont été organisées. Le machine était entre les mains des gens. Les élections ont pris, n'est-ce pas, plus de 5 jours au lieu d'une seule journée. Et toute personne avérée ne peut pas être fière de la manière dont les élections ont été organisées. Et la conséquence est que le pays est mal géré aujourd'hui. Merci. Alors, Jimmy Perouzi, je voudrais que vous rebondissiez, si possible, sur ce que vient de dire tout à l'heure Marius Mbalama. Une conférence internationale pour la paix en RDC, c'est l'une des voies qu'on peut envisager, n'est-ce pas? Parce que, semble-t-il, le problème dans l'Est, ce n'est pas un problème, je dirais, régional entre la RDC et le Rwanda directement, mais il y a beaucoup d'implications dans le monde, ou beaucoup d'implications dans le monde. Alors, je commence d'abord par saluer, à travers, bien entendu, les co-débatteurs Marius, l'action du prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, qui a mon respect et mes encouragements. Parce qu'effectivement, il faut savoir que lorsqu'on a les statuts, on prend les statuts des prix Nobel de la paix, ça fait de vous un acteur de la vie politique internationale. Donc, il peut parler en tant que tel des questions de paix et être entendu. Savoir compte, donc. Oui, savoir compte et pèse en cette qualité-là. Et donc, je le salue et je soutiens son action. Et je considère également que son initiative pour une conférence internationale pour la paix, effectivement, c'est une bonne chose pourvu effectivement qu'il fournisse des efforts d'aller au-delà des égos personnels en impliquant au maximum possible l'État concerné, qui a des représentants légitimes qui ont été élus par la population. Et donc, il est important effectivement que cette conférence se tienne. C'est une bonne initiative telle que je l'entends, parce qu'effectivement, la guerre en RDC, nous avons tendance à considérer simplement que c'est une question d'intérêt absolument national. C'est vrai pour nous, mais on sait qu'il y a des implications. On sait par exemple que nous sommes face à un petit pays, le Rwanda, qui en soi, en tant que tel, n'est pas capable de nous effrayer. A dit mercredi, lors de la prestation de serment de son nouveau Premier ministre, nous sommes peut-être un petit pays, mais qui a des grandes ambitions. Je l'attends bien, mais c'est un bébé qu'on prend en charge, que certains prennent en charge. C'est comme qui dirait un chien que vous trouvez juste au-dessus d'un arbre. Ne pensez pas qu'il est arrivé là tout seul. Kagame a été utilisé par les grandes puissances, notamment les États-Unis, juste après les génocides, pour organiser à leur manière, rabattre les cartes au niveau de la région des Grands Lacs. Sachant que Mobutu était malade, il fallait effectivement qu'il soutienne qu'ils utilisent en fait la minorité Tutsi au travers les Banyamulenge pour essayer de rabattre un peu les jeux politiques à l'intérieur de la RDC et prendre le contrôle de la vie politique. C'était une surprise pour eux quand Kabila a fait presque les reculs en se rapprochant des Russes, en se rapprochant des Kibés. Et c'est ça qui a fait que les Rwandais, disons les États-Unis en soi, ont dû se retourner contre le régime Kabila et prendre un autre allié. Prendre un nouvel allié. Donc Kagame, c'est tout simplement un pantin, c'est tout simplement un proxy qui est utilisé par plusieurs puissances occidentales ainsi que des entreprises. On va essayer d'analyser et ces propos que nous aimons bien utiliser, Kagame et pantin.
Kagame est génocidaire, Kagame est criminel. Est-ce que ça peut apporter quelque chose à ce conflit? Oui. Fait que alors, pour terminer, je voulais simplement dire que c'est par rapport à la question de Mukwege, il y a donc beaucoup d'implications, non seulement des sociétés multinationales, mais en plus des États il suffit simplement de constater que Kagame reconnaît qu'il est en RDC, mais personne ne le condamne. Vous avez suivi ce discours d'investiture, il dit, bon, supposons que je sois là-bas, est-ce que je suis pour rien? Est-ce qu'il n'y a pas de raison qu'il faut que je sois là-bas? Donc, et puis, il y a eu des rapports qui le condamnent, mais personne ne réagit. Donc, il est important, et j'appuie donc Mukwege, lorsqu'il faut penser à une conférence internationale, pour qu'au moins il y ait une prise de conscience collective à l'échelle internationale, qu'on ne va pas continuer à martyriser un peuple qui a droit d'exister et de profiter des richesses que le ciel lui a concédées. Alors, c'est un problème, je voudrais replanter le décor, c'est un problème à mon avis, je pense, dont on ne parle souvent pas. À la télévision, par exemple, la question de la politique interne au Rwanda. C'est bien reporté ou rapporté par les organisations internationales de défense des droits de l'homme telles que Amnesty International, qui ont dit que ces élections, ou les dernières élections au Rwanda, avaient été des élections un tout petit peu je dirais à la russe à l'époque en tout cas, où plusieurs candidats ont été écartés, seuls 2 avaient été acceptés à concourir. Voilà. On en parle aujourd'hui. Quelle attitude doit avoir Kinshasa face à plusieurs cartes qui se posent à lui? Doit-on seulement avoir des mots qualifiant le Rwanda, où on peut exploiter ses faiblesses, notamment la faiblesse de la démocratie? J'en parle avec vous, je retourne vers vous, Marius Mbalama. Ce même dimanche, alors que Kagame prêtait serment à Kinshasa, le débat c'était plus autour de l'UDPS qui doit être à la tête de ce parti au pouvoir, Kabuya suspendu par la CDP. Pourtant, ça fait beaucoup de mois au Rwanda, on parlait élections. Pendant les élections, on est supposé être un pays qui est consacré à autre chose qu'à faire la guerre notamment. Quelle attitude doit avoir Kinshasa et comment jugez-vous l'attitude qu'elle a maintenant? Oui, permettez-moi un peu d'abord de rebondir sur ce que Maître Pérouse a dit, évoquant la question d'ego de Dr Denis Mukwege. Je m'inscris à fond, parce que vous allez vous rappeler qu'en 2011, lorsque le gouvernement congolais prend la décision, n'est-ce pas, de faire venir, n'est-ce pas, les armées étrangères, et particulièrement de l'EAC dont était composé par les contingents ougandais, le Dr Mukwege leur avait dit non, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas nécessaire. Le gouvernement congolais n'avait pas cru. Ils sont même allés au-delà en signant des accords avec le Rwanda pour exploiter le minerai dans les Nord Kivu. Et regardez aujourd'hui ce que l'Ougandais et les Rwandais sont en train de nous faire. Docteur Denis Mukwege, le même docteur, interpelle encore le gouvernement et dit n'organisez pas le départ précipité de la MONUSCO, n'est-ce pas? Parce que notre armée n'est pas assez équipée pour sécuriser la population. Si la MONUSCO quittait le territoire, la population sera dans l'insécurité. Ils ont refusé, n'est-ce pas? Et parce que lui aussi, il est sécurisé par la MONUSCO, non? Non, pourquoi il a été sécurisé depuis un certain moment pas par la MONUSCO, par l'ONU? C'est parce que le gouvernement... Oui. C'est différent. Okay. C'est parce que le gouvernement congolais n'est pas en mesure de sécuriser sa population. Vous croyez que c'est une matière rare qu'on doit protéger, une espèce rare que le gouvernement congolais devrait normalement protéger. Pour moi, je le considère comme le Deus ex machine de la République face au conflit que nous avons aujourd'hui. Eh bien, il a interpellé le gouvernement, dit n'organisez pas le départ précipité, n'est-ce pas, de la MONUSCO. Aujourd'hui, et dans le processus, n'est-ce pas, de Luanda, le gouvernement semble accepter de poursuivre, n'est-ce pas, les FDLR, les intérêts qui sont venus chez nous depuis 1994 avec armes et munitions. Ils sont venus avec beaucoup de moyens. Et ça, donc, cette force négative-là n'est pas une fabrication de la RDC. C'est une fabrication du Rwanda et du Minoir, dont les contingents français étaient des instigateurs. La force rwandaise est entrée en 1994 avec armes et munitions, comme je l'ai dit, dans notre pays. Et lorsque Kagame, le AFDL entre, accompagné par les forces rwandaises, et ils ont tout fait pour faire fuir, n'est-ce pas, les intérêts dans les fins fonds de nos forêts. Et depuis 30 ans, ils sont là, ils sont organisés, voire même ils ont eu à exploiter, ils exploitent nos minéraux à l'intérieur. Mais avec quel mécanisme, quelle force ou bien quelle logistique que nous avons pour traquer cette force négative dans nos forêts dont ils ont la maîtrise plus que le FARDC. Alors vous comprenez par là que non, la population sera encore davantage
en insécurité. Et la MONUSCO maîtrise, c'est quoi là? La MONUSCO, bien sûr, la MONUSCO peut ne pas maîtriser, mais au moins, ils pouvaient fournir en termes de logistique à notre armée pour traquer. Surtout que j'ai dit ici, j'ai souligné ici, que ça, ce n'était pas une organisation ou bien une fabrication de notre pays. Vous allez vous rappeler que le premier ministre, n'est-ce pas, Kengo Wadondo, à l'époque, ils avaient refusé que cette force-là, que les Interahamwe entrent sur notre territoire. Mais ils ont été poussés par l'ONU afin que cette force-là entre ici. Et c'est là qu'il y a le problème que je me suis toujours posé. Quand notre gouvernement part en négociation, quels sont les acteurs qu'ils envoient face à James Kabarebe, face au ministre des Affaires étrangères rwandais, qui ont la maîtrise, qui sont dans cette guerre depuis que la guerre a commencé? Est-ce que aussi vous demandez même à Maître Perouzi? On a une nouvelle ministre des Affaires étrangères. C'est ce que je voulais dire. Il fallait demander même à Maître Perouzi s'il connaît l'actuel ministre des Affaires étrangères. Est-ce que demandez-lui s'il connaît. Il ne connaît pas. Est-ce que la ministre des Affaires étrangères, la RDC, il ne connaît pas. Naturellement, je suis congolais, je connais. Voilà, il connaît. Voilà, de nos institutions. est-ce que l'actuel ministre des Affaires étrangères, il connaît les dossiers? Moi, je connais la dame comme une humanitaire. Il a travaillé dans les organisations des Nations Unies comme humanitaire. C'est quelqu'un qui vient à peine d'embrasser la carrière politique. Face, n'est-ce pas, à James Kabarebe, un monsieur de plus de 60 ans. La dame, elle est dans les 40 ans. Elle n'a pas l'expérience par rapport au problème que nous avons. Quelle est l'équipe qui accompagne la première ministre, la ministre des Affaires étrangères face à ces questions-là? C'est ça aussi le problème. Et donc, pour revenir à votre question, à Kinshasa, monsieur les journalistes, nous sommes dans la distraction. Pendant que le Rwanda prend au sérieux les conflits qui nous opposent avec lui, et le Rwanda est en train de protéger ses intérêts venant des multinationales, nous, on est dans les Djalilo, on est dans les folklore. Qui a dit à nos confrères de l'IDPS que Kabouya avait la possibilité de créer de l'emploi pour leur donner? Et qui a dit que le travail c'est dans les cabinets politiques seulement? C'est ça la difficulté. Moi j'ai dit sur le plateau de télévision que le programme de Mme Souminoua n'était pas un programme réaliste. Parce qu'il nous a fait croire que lui il aura la capacité de créer plus de 6 millions d'emplois. Mais par quel mécanisme? Et c'est par là que je me dis que par moment, le président Tshisekedi est entouré par des personnes qui n'ont pas la maîtrise des courants politiques qui est le sien. L'UDPS était parti social-démocrate. Et en tant que tel, ils ont comme courant économique l'économie du marché. Quand vous avez comme courant économique l'économie du marché, en économie du marché, le politique n'a pas l'amabilité ou le pouvoir de créer de l'emploi, mais plutôt de réguler le système économique, messieurs les journalistes. En régulant le système économique, il crée le climat favorable pour les investisseurs. Oui. Ouais, les investisseurs viennent en venant et ils protègent aussi, n'est-ce pas, les investisseurs locaux. La production locale, comme c'est. Je ne parle pas de la production, mais je parle des entrepreneurs congolais pour créer une classe moyenne. Pendant que le Rwanda prend au sérieux les conflits, il prend son temps, messieurs les journalistes, de former son armée. Ils envoient chaque jour des jeunes dans des écoles de haute qualité à l'extérieur. Et ces jeunes-là rentrent dans leur pays. Quand vous voyez les soldats, les jeunes qui combattent à côté du M23, ce sont des jeunes qui viennent fraîchement des écoles, des écoles de formation militaire de Londres, des États-Unis, de la France et consorts. Tandis que nous ici, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne faisons rien. Quel est le niveau de vie ou bien la qualité de vie de nos militaires? Parce que le seul rempart que nous avons par rapport à ces conflits ici, c'est nos FARDC. Est-ce que nos FARDC sont disposés, n'est-ce pas, à faire face à une armée qui est aussi formée? Pendant les 5 ans ici, ou bien le sujet de M. Félix Tshisekedi, où est-ce qu'il a trouvé l'armée et où est-ce qu'il l'a mené? C'est ça aussi le sujet. Il y a la montée en puissance de cette armée. Jimmy Perouzi, c'est vrai, c'est un processus électoral qui a été long, en tout cas, pendant le mois de juin, campagne électorale jusqu'à présent. Ils sont sortis de ce processus. Paul Kagame, quand il a repris tous ses pouvoirs, directement, il s'est mis à s'attaquer à la RDC. Mais entre-temps, nous sommes bornés à des problèmes internes, politiciens, politiques. Est-ce qu'on prend au sérieux vraiment ce ne sont même pas des menaces? Ce sont ces attaques, ces incursions, ces exactions dont nous sommes victimes tout le temps. Alors la question Kagame revient, et d'abord son élection. Oui. Et il faut relever le fait qu'au niveau de la communauté internationale, on joue quand même une politique de 2 poids 2 mesures. Parce que lorsqu'il s'agit de la RDC, on est très exigeant sur les critères ou le respect du principe démocratique lors des élections. Oui. Mais on voit quelqu'un qui s'est fait élire à 99% à l'occasion des élections complètement
monopartisane en réalité. Oui, parce que les deux autres candidats qui ont concouru, à peine immobilisés 100 personnes. Exact, et volontairement on les empêche même de mobiliser parce que s'ils essayaient même de le faire, certainement on les trouverait dans des ravins. Donc on se retrouve en fait devant une communauté internationale. Vous avez suivi ce qui s'est passé au Venezuela, c'est la condamnation internationale lorsque Maduro s'est fait élire, mais on ne dit rien lorsqu'il s'agit de Paul Kagame. Il y a quand même un problème de conscience et d'éthique au niveau de la communauté internationale. Mais de deux aussi, nous devons relever le fait que l'élection de M. Paul Kagame, c'est une situation dangereuse et une menace grave sur la souveraineté même de la RDC. Et tant que Kagame sera au pouvoir au Rwanda, il n'y aura pas de paix à RDC. Officiellement, il restera jusqu'en 2034. Sauf s'il révise à nouveau la Constitution. Il est possible que nous ne connaissions jamais la paix dans la région des Grands Lacs tant que Kagame sera au pouvoir. Donc pour moi, Kagame, c'est une menace à la sécurité de la RDC, à la sécurité aussi de la région des Grands Lacs, avec les groupes armés qu'il entretient, avec des relations conflictuelles qu'il entretient avec notamment le Burundi, la RDC et bien d'autres pays. Donc il est important que la communauté internationale réagisse à l'instar de la RDC qui réclame depuis un certain temps des sanctions. Son élection, c'était connu qu'effectivement, c'était connu d'avance. C'est parmi les élections où on connaît déjà les vainqueurs à 99%, avant même qu'on aille au processus électoral, parce qu'il élimine ses adversaires physiquement et politiquement. Il suffit de voir Ingabire qui était la principale opposante, il l'a jeté à prison, apologie du génocide, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas un régime assez ouvert, c'est un régime fermé et malheureusement soutenu. Quand on pose à Kagame des questions par les médias internationaux sur le conflit dans l'Est de la RDC, il dit qu'il y a un sérieux problème de gouvernance en République démocratique du Congo. Mais c'est sans savoir aussi qu'au Rwanda, aujourd'hui, il y a un problème de gouvernance aussi, que ce soit économique. La démocratie n'est pas respectée. Alors pourquoi est-ce qu'en retour, ces données-là ou cette donne-là ne rentrent pas dans le langage, dans le narratif de Kinshasa quand il faut présenter le Rwanda au monde? On suffit à dire que Kagame c'est un criminel simplement. En fait, ici nous sommes face à ce qui se sont déjà appelés communauté internationale. Et ils s'appellent comme ça, juste pour leurs propres intérêts. Et c'est eux qui décident qui ils apprécient positivement ou négativement. Tant qu'effectivement, les pays, bien entendu, il y a des efforts que chaque pays doit fournir pour se crédibiliser auprès de la communauté internationale, la vraie en fait. Mais tant que vous ne rentrez pas dans leur cœur, parce qu'en réalité ce n'est même pas parfois des réalités réelles vécues, ce ne sont pas des problèmes réels, c'est parfois essentiellement des intérêts. Parce qu'aujourd'hui, prenez Paul Kagame, non seulement tout le monde reconnaît qu'il a des troupes sur le sol du territoire de notre État. Mais personne ne condamne ça. Lui-même, face à la mollesse de la communauté internationale, il va même jusqu'à reconnaître que, bon, écoutez, mes troupes sont là. Et si elles sont là, vous pensez qu'elles sont là pour rien. En fait, ça devait révolter la communauté internationale. Imaginez-vous que Mahmoud Abbas déclare que mes troupes sont sur le sol israélien. Quel est le tollé que cela ferait? Vous suivez déjà le tollé en Russie, en Ukraine. Je voulais poser la question de savoir comme l'Ukraine a quand même pris le courage d'envoyer ses troupes dans la région. On a de plus en plus l'impression. On a de plus en plus l'impression que le Rwanda bénéficie d'une largesse et d'un aveuglement délibéré de la communauté internationale qui fait que, à l'instar d'Israël, tout ce qu'ils font, on dit bon, écoutez, c'est normal, ça va se résoudre diplomatiquement, ça doit s'arrêter là. Et on nous reproche à nous, RDC, de ne pas faire justice, de ne pas rendre justice, de faire perdurer l'impunité, mais en même temps,
On connaît les criminels, mais personne n'ose les attaquer. Donc il y a quand même au niveau de la RDC de la fermeté qui doit naître. Okay. Et moi je dois concrètement, c'est-à-dire quoi? Concrètement, je pense qu'il faut soutenir les plans de l'actuel ministre de la Justice. Il a envisagé premièrement par contumace. Oui, il a poursuivi en justice les personnes qui ont pris des armes contre leur pays. Ça, c'est très important. Beaucoup de gens ont tenté de condamner, même l'Union européenne s'est dévisagée, en fait, en allant même jusqu'à vouloir considérer qu'il a mal fait. Non, il a bien fait. Notre loi permet une condamnation à mort et n'est pas encore modifiée. Si c'était leur loi, en tout cas, appliquer la loi n'est pas contraire au procès équitable. Ce n'est que normal. C'est tout à fait normal. Deuxièmement, il y a aussi notre plan qu'il a, c'est de porter l'affaire Kagame personnellement à CPI. Devant la CPI. Oui. D'ailleurs, je me pose la question, comment on est arrivé jusqu'à 30 ans sans jamais oser affronter cette question-là? Comment cela est-il possible? Quelqu'un a malmené votre pays, notre pays, quelqu'un a traîné dans la boue, il a tué, il a créé plusieurs fois des agressions, mais personne ne prend la responsabilité il faut le sous-tendre de faire aussi, de cette question-là une question qui doit rentrer. Parlant, Maître Jimmy, si vous êtes juriste, vous allez en revenir, vous allez en parler plus tôt. Attendez, oui, je vous donne la parole pour justement étayer cela. Alors, Marius Moubalama, Jimmy Périou a dit qu'il faut donner plus de crédit à la RDC ou le crédibiliser vis-à-vis de la communauté internationale. Cette conférence internationale de Denis Mukwege peut nous apporter cela, n'est-ce pas? Oui, merci monsieur Gaëtan. Vous avez compris ici que M. Peruzzi vient de mettre à nu le pouvoir pour lequel il appartient. Lui qui a l'INC, c'est son qui nous a amené le pouvoir ici en place et nous a amené dans une situation dans laquelle nous sommes, qu'il décrit sur ce plateau ici. Ouais. Il parle qu'on empêche la RDC de ne pas faire la justice. C'est faux. C'est vraiment faux. Tenez, messieurs les journalistes. Le rapport Mapping fait par, n'est-ce pas, par les experts de l'ONU. Ça n'a pas été fait par les Congolais. Ça retrace tous les événements. Lui, c'est un garçon de Goma, il connaît les affres de la guerre, il connaît ce qui s'est passé. Le rapport Mapping a retracé tous les événements. Depuis que le pouvoir, c'est parce qu'on ne veut plus parler du pouvoir de Kabila, c'est aujourd'hui, mais c'est qui est au pouvoir. Depuis qu'il est au pouvoir, avez-vous déjà entendu parler de ce rapport-là qui retrace tous les détails, avec les acteurs cités nommément. Et c'est le docteur Mukwege encore. C'est un rapport qui embrasse tout le monde. Le Deus ex machine de la République. L'homme, il porte plus haut le plaidoirie pour que le tribunal pénal international soit établi pour la RDC, afin que tous les acteurs étatiques et physiques, congolais et étrangers, soient poursuivis. Et ça ne peut être possible que si un tribunal pénal international est établi. Et l'avantage de cela, c'est quoi? C'est qu'à partir de ce tribunal-là, on va d'abord commencer par mettre en place la justice transitionnelle. C'est la justice-là qui veut assez qu'on puisse connaître la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Qui sont les vraies victimes? Et qui sont les acteurs de toutes ces atrocités-là? Et cette justice de Constant Moutamba, alors, comment vous la trouvez? La justice de Constant Moutamba, je ne veux pas trop entrer dans ce détail-là. Mais vous allez voir, par exemple, les condamnations qu'on a fait par rapport au supplétif de 1,23 et consorts. Ça vient encore renforcer, n'est-ce pas? Donc, pas renforcer, mais les encourager encore à avancer dans les aventures. Parce qu'aujourd'hui, nulle part au monde, si ces gens-là fuient, on peut leur refuser, n'est-ce pas, l'asile. Parce qu'ils sont déjà condamnés à mort. Et pourtant, la RDC est membre du processus de Rome, qui veut à ce que on puisse abolir la peine de mort. La peine de mort. De Rome, ouais. Le statut de Rome. Mais la RDC continue à appliquer le même statut-là. Je suis d'accord que tout fils du pays qui prend les armes contre son pays soit poursuivi et condamné. À mort. Mais mon inquiétude ici, parce que ce n'est pas la première fois, vous allez encore vous rappeler, monsieur le journaliste, qu'Engous Akarlibond a été condamné à mort à son temps. Mais après, il a été amnistié et il a été nommé Premier ministre. Ouais. Donc, il y a ces rapports-là sur lesquels on devrait d'abord s'apaisantir. Parce que les acteurs sont là. Et c'est le docteur Mukwege qui mène ce plaidoirie-là. Vous pensez que docteur Mukwege, une fois, s'il avait été élu, il aurait été à mesure de mettre en place ou d'appliquer ce rapport? C'est un rapport qui embrase tout le monde.
qui ne laisse personne de côté. Je vous donne quelques exemples de réussites diplomatiques menées par Dr Denis Mukwege. Oui. La résolution 1502, n'est-ce pas, sur l'exploitation et le commerce de minerais de conflit en provenance de la RDC. Il a réussi ça. Donc, dans cette résolution-là, on interdit la commercialisation de matières premières venant de la RDC. Mais qu'est-ce qui manque à la RDC pour qu'il fasse appliquer cette résolution ici? Peut-être que M. Pérouse n'a pas la documentation. Je peux vous en donner pour lui en faire part. Ça peut l'aider pour comprendre le combat qu'a réussi sur le plan diplomatique. Mais le gouvernement ici n'a jamais réussi à faire accepter une seule résolution au niveau de l'ONU en faveur de la RDC. N'est-ce pas? Dans l'agenda de, comment on appelle ça, l'agenda femmes, paix et sécurité de l'ONU, plusieurs résolutions ont été adoptées en faveur de la RDC grâce à la diplomatie menée par Dr Denis Mukwege. Ça veut dire que si Denis Mukwege était président, et même s'il n'est pas président, parce qu'il mène les combats, le rapport mapping serait déjà mis d'application et le tribunal pénal international serait déjà installé et tous les acteurs seraient déjà en train d'être condamnés. Ouais. Regardez aujourd'hui, prenons l'exemple toujours de Rwanda. En 1994, il y a eu massacre. Le tribunal pénal international a été établi pour le Rwanda. Je vous dis, monsieur le journaliste, jusqu'aujourd'hui, 30 ans après, on continue à traquer tous les acteurs qui ont participé, n'est-ce pas, dans ces génocides-là. Pourquoi cela ne peut pas être effectif pour la RDC? Prenons encore le cas pour la RDC, on dira quoi? Prenez encore le cas du Centrafrique, monsieur le journaliste. Notre compatriote Bemba, l'actuel ministre d'État, ministre des Transports, a été condamné pour 10 ans à cause des crimes commis par ses troupes en Afrique centrale. Il a été cloué à la CPI. Dis-moi, qui est cet acteur-là que la RDC a arrivé, n'est-ce pas, par sa diplomatie, à faire clouer à la CPI? C'est pour dire que la diplomatie soutient cette démarche de la RDC, notamment par le ministre Constant Mutamba, de porter plainte contre Paul Kagame en personne à la CPI. Ce sera une réussite alors. Il faut que nous ayons une diplomatie fiable. C'est-à-dire? Et c'est ainsi que Dr Denis Mukwege. Et cela va de l'image, parce que comme on l'avait dit, de la RDC sur le plan international. Mukwege, pendant sa campagne, parlait de vices qu'il fallait combattre. Ces vices-là, c'est à cause de ces vices-là, notre image est mal perçue au niveau international. La corruption, messieurs les journalistes, les détournements, n'est-ce pas, et l'injustice, ça ne permet pas que nous soyons considérés dans les conseils des nations. Et pourtant, c'est le pouvoir en place qui devrait tout faire pour redorer l'image de cette justice-là qui a longtemps été ternie. Mais depuis que le pouvoir est là, la justice continue encore à s'empirer. Voilà même que le président lui-même l'a traité de malade. Bah, il est en train de la soigner, bien évidemment. Jimmy Pérouse, je voudrais que l'on prenne le Rwanda comme une entité, une organisation concurrente à la RDC. Alors, en marketing, même en management, on essaie d'analyser les forces et faiblesses de son adversaire. Quelles sont les faiblesses du Rwanda que la RDC n'étudie suffisamment pas, sur lesquelles il ne travaille pas? Alors, avant de revenir sur la question des forces et faiblesses du Rwanda, je voudrais quand même relever que évitons de diviniser des personnes. Évitons de faire de la question de la RDC une question où certains se présentent comme excellents et considèrent les autres comme des fainéants. Non, en fait, si on doit parler d'ailleurs du processus de paix de la RDC, en tant que tel, en tant que tel, il y a des gens qui ont à dire et qui ont fait des preuves dans ce pays sur la question de la sécurité et qui continuent d'ailleurs à travailler. Récemment, il faut simplement rappeler au Canada, avec le président de l'Assemblée nationale, qui a obtenu déjà à moins d'un mois de son mandat à la tête de l'Assemblée nationale, qui a obtenu un succès diplomatique, disons une résolution au niveau de l'Assemblée générale, de l'Assemblée des parlementaires francophones. Et au-delà de ça, on se souvient que déjà à l'époque, il avait sorti un plan de paix et plan de sortie de crise
qui malheureusement n'avait pas été là aussi, suivi. vous voulez diviniser Vital Kamerhe. Non, je veux simplement montrer qu'il ne faudrait pas que... On individualise les débats. On individualise les débats parce qu'il y a ceux qui ont fait mieux, peut-être même 10 fois plus. Écoutez, le monde entier, je vous ai dit, quand on dit que quelqu'un est prix Nobel de la paix, on vous donne une valeur ajoutée, on vous donne un carnet d'adresses assuré. Et donc, il y a des facilités qu'on a offertes à Mukwege. Ce n'est pas pour qu'il s'en vante, c'est pour qu'il s'en serve, tout simplement. Et moi, je dénonce l'utilisation de la personne du prix Nobel de la paix à des fins politiques. Ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Mais il faut effectivement... C'est un prix Nobel de la paix qui... Il faut effectivement qu'il serve les intérêts de l'État. C'est ce qu'on fait. C'est ce que Dr Mukwege est en train de faire. Si on peut me laisser le temps de parler, c'est ce qu'il faut faire. Quand moi je pose la question ici sur votre plateau, de demander, bon, est-ce qu'il est en train de travailler à des mèches avec le gouvernement, on vous sort des phrases qu'il a dites en public. Est-ce que c'est comme ça qu'un prix Nobel de la paix travaille avec le gouvernement? Il travaille avec le gouvernement dans le calme et ces actions seront suivies, accompagnées par le gouvernement s'il les fait des mèches, non pas en faisant une forme de rupture presque. Donc il travaille en solo, il ne veut pas conjuguer réellement et sincèrement ces actions avec celles du gouvernement. Ça ne peut pas marcher. Il faut effectivement qu'il se rende à l'évidence que c'est pour la RDC qu'il travaille et tant qu'il ne respecte pas les schémas tracés par les autorités légitimes, tant qu'il ne veut pas rapprocher les autorités légitimes, ça va toujours lui poser des problèmes sur son parcours. Alors, quelles sont les forces, faiblesses précisément. Les faiblesses du Rwanda? Le Rwanda n'a pas de ressources. Oui. Le Rwanda, c'est un pays qui est fragile. Aujourd'hui, on a installé une minorité sur la majorité là-bas, qui est essentiellement Tutsi. Et la minorité impose sa loi. Et il y a toujours ces fractures qui sont là. C'est de la poudre aux yeux qu'on fait pour nous faire croire effectivement que c'est quelqu'un qui vient de la minorité qui amènerait la paix à cette majorité qui est là. Le Rwanda a aussi d'autres faiblesses, c'est que d'une certaine manière, il n'a pas une économie aussi dynamique, aussi diversifiée que la nôtre. Et donc, si la RDC veut mieux se vendre à l'international, elle doit tout simplement... J'ai aimé les processus qui commencent à se cristalliser. C'est vrai, tout passe d'abord par... Ou si la RDC veut dominer sur le Rwanda. Si la RDC veut dominer sur le Rwanda, c'est simplement lui couper effectivement l'intérêt international qui lui permet de se ravitailler de nos ressources et de devenir l'exportateur de nos ressources. Si le Rwanda perd ces statuts-là, le Rwanda va tout simplement revenir à la position initiale des années 90 et avant, c'est-à-dire un pays qui sait et qui vit en bon terme avec la RDC et qui partage tout ce qu'il a avec nous. Mais tant qu'effectivement au niveau de la RDC, nous ne savons pas nous vendre, c'est-à-dire dire à ces gens qui utilisent le Rwanda que vous pouvez vous servir de la même manière et peut-être même 10 fois plus si vous collaborez avec nous, que vous n'avez pas besoin de piller nos ressources en passant par le Rwanda. Vous n'avez intérêt qu'à demander et nous allons vous ouvrir, négocier avec vous un partenariat gagnant-gagnant à la chinoise, bien entendu. Je suis sûr que le Rwanda sera affaibli. Malheureusement, nous n'exploitons pas suffisamment ces éléments et ça nous tombe toujours dessus. Malheureusement, Jimmy Perosi. Peut-être avant d'avoir Marius Mbalama, le Rwanda ne profite-t-il pas aussi du fait qu'à Kinshasa, on est toujours divisé, il n'y a pas de point de vue convergent sur des questions cruciales, des débats politiques à longueur de journée aussi. Oui, c'est une faiblesse. Je dois noter, je suis libre quand je pense aussi, et je dois noter que je ne suis pas tout à fait heureux d'attendre que nous, Union Sacrée, nous continuons pendant que la guerre s'enlise.
nous continuons à vouloir caricaturer l'opposition ou la présenter de façon négative. Je pense qu'il faut unir. Le temps actuel se prête plus à l'unité qu'à la division. Je reviendrai à ça justement. Marius Moubalama, vous êtes en train de trop idéaliser un prix Nobel de la paix qui devait appartenir à tout le monde, notamment, dit Jimmy Peruzzi. Je ne suis pas là pour diviniser Dr Denis Mukwege. Okay. Je ne suis pas là pour m'en approprier. Parce que le travail que Dr Mukwege a fait, qu'il est en train de faire et qu'il fera toujours, il est fait pour l'intérêt général. Vous savez que Denis Mukwege n'appartient plus à sa famille. Est-ce que vous savez ça? Mukwege appartient à la République. Il appartient au Congo. Si nous parlons aujourd'hui de Mukwege, c'est à cause de son travail pour la paix en République démocratique du Congo, pour le bien-être de sa population. C'est pourquoi nous parlons de lui. Quand Mukwege vient, c'était de l'Union sacrée qui l'ont traité de novices en politique. Mais aujourd'hui, tout ce qu'il propose, toutes ces actions, le gouvernement en profite aujourd'hui. Je vous donne quelques exemples. Le fonds Narev, c'est un établissement public aujourd'hui. Oui, oui. Est-ce qu'on peut dire merci à Dr Mukwege? Parce que c'est une idée venant de Dr Mukwege, avec son expérience en tant que président du Fonds mondial de réparation. Okay. Il voit que non, ça c'est une belle expérience. Mon pays, ma population souffre aussi des cas de viol, des cas de guerre et tout. Cette expérience ici, on peut aussi l'implémenter dans notre pays. Il vient, son équipe vient, il raconte le membre du gouvernement. À l'époque, là, Mukwege est bon pour le pouvoir. Vous vous rappelez que le chef de l'État était fier de il est fier de Mukwege qui a été son opposant, non, Marius? Docteur Denis Mukwege. Marius, il est fier de Mukwege toujours. J'ai dit ici, pour la meilleure façon d'être fier de Mukwege, c'est de travailler pour le bien-être de la population. Alors que le bien-être de la population aujourd'hui n'est pas au rendez-vous. Mukwege, c'est une cartouche nécessaire que le gouvernement doit nécessairement s'en servir, mais le gouvernement s'éloigne des idées de Dr Mukwege. Mais le Fonarev, vous l'avez dit vous-même. J'ai dit, le Fonarev. Ouais. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Aujourd'hui, c'est une fierté. Mais malheureusement, dans l'application, il devrait commencer quelque part. Parce que le Fonarev, c'est pour réparer les victimes de guerre. Il faut d'abord commencer par la justice traditionnelle, pour connaître la vérité. Au-delà de la vérité, juger les acteurs qui ont été les acteurs de crise. Après, passer maintenant aux réparations. C'est là que le Fonarev intervient. Ouais. Donc, Dr Mukwege est là pour tout le monde. Et il continue à travailler. Ça veut dire que moi, je l'ai toujours dit, Dr Denis Mukwege n'est pas ennemi de la République. Le pays peut se servir de ses atouts, de son agenda, de son carnet d'adresses pour le bien-être du pays. Pour le bien-être du pays. Dr Denis Mukwege, il est le seul Congolais aujourd'hui qui porte plus haut la voix. Je dis bien le seul. Ok. Mais c'est un prix Nobel de la paix, au moins. Non? Alors, nous avons nous, population congolaise, aujourd'hui, de nous approprier Dr Denis Mukwege et demander à ce que ce monsieur-là soit respecté et que ses idées soient mises en pratique. Vous avez suivi mon co-débatteur ici, décrier que la République n'arrive pas à mettre la main sur les acteurs de crimes et comme ça. Dr Mukwege a dit, et surtout que Dr Mukwege est très avancé à la matière. Vous avez suivi Mme Soumino à Kisangani. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé aussi que le tribunal pénal international soit une réalité en RDC. Que l'approche Dr Denis Mukwege. Parce que à Panzi aujourd'hui, c'est plus fréquenté plus que la cité de l'OIA. On est à la fin déjà. Je voudrais que vous me précisiez un peu cette démarche de l'organisation d'une conférence internationale pour la paix en RDC. Va se dérouler comment cette conférence, bien évidemment? J'ai dit ici que Mukwege, lui, veut toucher les causes profondes de la guerre. Okay. Il est emballé diplomatique. Il a commencé à Panzi, parce qu'il a recevé, comme je l'ai dit, Panzi aujourd'hui est plus convoité que la cité de l'OIA. Les diplomates vont plus chez Mukwege qu'à la cité de l'OIA. Ouais, je crois que M. Pérouse ne peut pas me dire le contraire. Au-delà de ça, il part aussi à l'extérieur, aller à la rencontre de présidents de pays dont les multinationales achètent les matières premières, n'est-ce pas, au Rwanda et en Ouganda. La matière première qu'ils soutirent chez nous grâce à la guerre, au crime et au viol. Il va vers eux pour discuter sur la faisabilité de cette conférence internationale-là, afin que les acteurs réels, parce que Kagame, vous savez, ce sont des marionnettes. Et si on arrive à convaincre ces gens-là, à passer par la grande porte, la guerre prendra fin. C'est pourquoi
Le gouvernement congolais doit se rapprocher de son digne fils. Il nous reste 2 pour minutes. qu'il partage son expérience à la matière. Jimmy Peruzzi, j'espère qu'en 2 minutes, vous saurez justement exprimer toutes vos idées. Alors, d'abord, vous avez dit que l'Union sacrée des nations ne devrait pas caricaturer l'opposition. Qu'est-ce que vous voulez dire derrière ça? Et puis, le fait de citer Joseph Kabila notamment comme étant proche des rebelles, est-ce que ça nous fragilise ou ça consolide notre narratif? C'est autant de faits qui doivent être évités, absolument. Okay. Parce qu'en fait, nous sommes dans une situation d'embrasement général. Et une partie de notre territoire est occupée. Chez moi, dans les grands nord du Nord Kivu, c'est occupé. Et par les ADF et par les M23 RDF. Donc il est important effectivement que, au regard de toute cette situation-là, notre gouvernement appelle tout le monde à l'unité. Et ce n'est pas le temps des remontrances. Et je voudrais aussi chuter en revenant sur la question du tribunal pénal pour la RDC. C'est une idée qui ne vient pas de Mukwege, c'est une idée qui date déjà. Et il ne faudrait pas trop privatiser les idées qui ont été émises par les Congolais au travers un certain nombre de débats, réflexions, et ainsi de suite. C'est vrai, on a besoin de quelqu'un qui porte cette idée-là. Et Mukwege, nous avons besoin de ses services sur ce point-là, sans que nécessairement on a fait ce sujet de végétariat. Moi, je pense qu'il est important que tous les Congolais sachent que c'est un devoir pour eux d'agir. On vous a offert une porte, poussez-la, forcez-la. On vous a offert d'être président de l'Assemblée nationale. Faites tout ce que vous devez faire pour que les choses marchent. Pour l'intérêt de la nation et non pas pour l'intérêt personnel. Pas pour votre intérêt personnel. On vous a offert la possibilité d'être prix Nobel de la paix. Utilisez votre carnet d'adresse. Ça qu'on le sache. Et c'est là, moi je pense que c'est ce qui fragilise aujourd'hui les combats de Mukwege. Vouloir que ce qu'il fait en tant que prix Nobel de la paix ait des rendements sur le plan politique. Cela ne peut pas l'aider. Parce qu'en fait, le prix Nobel de la paix est censé être désintéressé et loin même de la politique. Moi, je le soutiens et malgré ces erreurs techniques que je constate dans son organisation, je le soutiendrai toujours parce qu'en fait, il a fait partie d'une lutte très importante, la lutte contre les violences sexuelles. Mais en fait, je termine en disant, parce que le sujet c'était M. Paul Kagame, que notre gouvernement doit être ferme. Parce que d'ici là, ils vont poursuivre des négociations, il y aura des rencontres entre le président de la République et M. Paul Kagame. Nous devons avoir un gouvernement qui est ferme pour éviter que les nouvelles négociations ne s'enlisent d'abord, parce qu'il faut que le gouvernement considère la situation, le retour à la paix comme une urgence. Mais en plus aussi, il faut que le gouvernement pèse, revienne sur la scène internationale, change si possible ses alliés au niveau international pour qu'on ne se serve pas de la RDC impunément et à toute irresponsabilité. Merci beaucoup. C'était Jimmy Peruzzi, cadre de l'UNC, et aussi vous êtes coordonnateur de l'UNC dans la région de Grand Nord, c'est ça? Du Nord Kivu. Du Nord Kivu, précisément. Alors, en face de vous, c'est Marius Mbalama, communicateur de Denis Mukwege, donc analyste politique. Merci d'être passé aussi. Merci beaucoup, M. Gaëtan. C'était un plaisir pour moi d'être pour la première fois à Télé 50. J'ai apprécié le professionnalisme et la qualité, et aussi votre manière de conduire les débats. Et merci à M. Peruzzi, avec qui j'ai eu vraiment un débat constructif. Merci. Je vous remercie également de l'invitation ainsi que de la qualité des débats. Merci. Et j'espère effectivement que ça va. On se reverra très prochainement, certainement, soit Marius, soit Peruzzi, soit vous deux encore. On se retrouvera dans Version Croisée. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. C'est la fin de ce numéro. Je vous retrouve le jeudi prochain. La rediffusion, c'est vendredi 11h, samedi 11h également. Et soit vous pouvez nous suivre sur YouTube. La chaîne YouTube, c'est Bana Mboka Congo. Vous pouvez voir en rediffusion ou en streaming cette émission. Merci.